Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! Nous sommes de retour avec un nouvel épisode de Moment Culte. C'est le 48e et cette fois-ci, on va se concentrer sur les meilleures recommandations, les meilleurs livres à lire pour l'année à venir, l'année 2026. C'est un épisode qu'on enregistre à la toute fin de 2025. J'espère qu'il va vous plaire. Comme d'habitude, j'ai Thibaut avec moi. Comment ça va, Thibaut? Salut Max, ça va très bien. Content de te retrouver. La même chose, très content de te retrouver. Pour cet épisode, on l'a divisé en plusieurs sous-catégories. On va commencer avec une partie sur les essais, et puis on va discuter de valeurs sûres, de différents auteurs qui se sont déjà bien imposés au fil des années. Il y aura un moment médiéval, peut-être qu'on va parler aussi de Tolkien, et puis évidemment une partie sur les confirmations découvertes de cette année pour ne rien manquer. Et à chaque fois, évidemment, des avis sans filtre, tranchants. Donc Thibaut, pour commencer, tu voulais parler d'un premier essai. Oui, mais écoute, comme on fait un top littéraire comme ça chaque année, je trouvais qu'il fallait un peu innover aussi. Et comme j'avais lu quelques essais et qu'on a rarement l'occasion de parler d'essais pendant l'année, je trouvais que c'était l'occasion. Je trouve qu'ils étaient des choses, je pense, assez intéressantes. Alors le premier essai, ça s'appelle « Où trouver la force ?» et autres questions existentielles. Et c'est écrit par un philosophe essayiste français qui s'appelle Charles Pépin. Je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. Non. Alors moi je le connaissais par son émission sur France Inter parce que pendant l'été, il tient le matin une sorte, un entretien en fait avec une personnalité culturelle le plus souvent, qui s'appelle Sous le soleil de Platon. Et l'angle de l'interview, c'est toujours, tiens, quelle est un peu la philosophie de vie de l'invité? Et donc il l'interroge et puis à la fin il en ressort avec une espèce de philosophie de vie comme ça. Et moi j'aime beaucoup le ton en fait de ces interviews-là. Je sais pas, je trouve qu'il met assez bien en confiance, il est assez chaleureux. Et quand j'ai vu qu'il sortait ici un bouquin comme ça autour de questions existentielles, c'était en octobre, donc c'est vraiment très très récent. Je me suis dit que j'allais un peu le lire pour une fois. Et alors ça se présente sous la forme de, je pense, une 50 à peu près, questions existentielles. C'est du style, où trouver la force, comme ce qui a donné son nom à l'ouvrage. L'indépendance est-elle vraiment possible? Faut-il oublier pour être heureux? Comment réussir à se décider? Pourquoi l'admiration nous fait-elle tant de bien? Ça, c'est un petit clin d'œil avec ce dont je parlerai un peu plus tard. Faut-il être méchant pour réussir? Pourquoi se venge-t-on? Qu'est-ce qu'être courageux? Etc. etc. J'en ai juste pris quelques-uns comme ça. Et alors, comment est-ce qu'il traite ces questions? En fait, c'est toujours très très court. Donc, il tient une réponse en 4 pages. Et c'est la première chose que j'ai vraiment appréciée ici, c'est qu'il ne tourne pas autour du pot. C'est pas la philosophie, c'est d'abord poser des questions. Non, ici, son approche, c'est je veux y répondre. Et je veux y répondre avec une approche philosophique parce que il fait appel à certains philosophes qui ne sont pas toujours les mêmes selon la question. Et son approche aussi personnelle, ce qu'il a pu voir il a été professeur, donc ses étudiants, comment est-ce qu'il a pu répondre aussi à des questions d'auditeurs, etc., etc. Donc on a quelque chose aussi d'assez finalement, d'à la fois philosophique et à la fois pratique, mais sans entrer, je trouve, dans tous les guides pratiques, moi, que je ne supporte pas. Et en particulier, il est très allergique à les méfaits, on va dire, de la pensée positive. Ça, on l'entend souvent d'ailleurs en interview quand il dit tromper son cerveau en lui faisant croire que tout va bien quand tout ne va pas bien, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner, et surtout ça fait se culpabiliser les gens. Donc ça n'a pas de sens de faire ça. Donc moi, là, quand j'avais vu ça aussi, je dois dire que c'est ce qui m'avait un peu attiré dans le fait d'acheter le livre. Et alors, comment est-ce que ça se lit du coup? Je trouve que ça se lit pas en une fois, c'est plutôt, on va en lire quelques-uns. Peut-être que même on peut y retourner de temps en temps quand on a vu des questions qui peuvent peut-être avoir plus d'impact à certains moments de notre vie. Et voilà, donc très très agréable, très intéressant. Et en même temps, moi je trouve que ça permet aussi de découvrir comme ça certains philosophes. Par exemple, Hegel, moi c'est un nom très très connu dans la philosophie, mais je dois reconnaître que je n'avais jamais vraiment entendu parler. Je n'ai pas fait d'études de philo, hein. Je précise quand même pour nos auditeurs. Bergson, par exemple, je pense qu'il est aussi cité à certains moments. Bergson, moi je ne connaissais de lui qu'une seule phrase, mais en fait c'est un philosophe, c'est vrai, dont on parle, à moins de faire des études de philo, je pense qu'on parle assez peu, parce qu'il a une philosophie assez difficile à résumer, je pense. Donc voilà, pour ça aussi, je trouve que ça a de l'intérêt. Et c'est très très accessible. Donc c'est pas, je répète, c'est une 50aine de questions.
4 pages de réponses à chaque fois. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça s'appelle « Où trouver la force ?» et c'est de Charles Pépin. Et si tu devais nous raconter un ou deux points clés de cette lecture, des choses que tu as gardées, ce serait quoi? Oui, ce qui m'a vraiment marqué, qu'il ne fait pas se reposer toute la responsabilité sur soi. Ce qui est vraiment à l'inverse de toutes les conneries, pardon pour le terme, mais c'est vraiment ça, c'est comme ça que je le pense, de développement personnel qu'on a aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est vraiment dans la relation aux autres qu'on peut trouver des solutions, en fait. C'est assez marquant, comme ça revient dans le livre, où la relation à la nature, en tout cas la relation au réel. Ça je trouve que c'était très marquant et je m'y attendais pas trop en fait, parce que je craignais encore, comme je disais, ces histoires de recentrez-vous sur vous-même, voyez les choses du bon côté. Ben non, pas du tout, quoi. C'est voilà, ça c'est, je trouve que le point le plus marquant, c'est vraiment centré sur soi dans le monde en fait, et pas isolé et pas contre les autres non plus, quoi. D'accord. Du coup, la solution à un problème pourrait venir des autres et pas uniquement de l'intérieur. Pas uniquement, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt un tout, effectivement. Et même, je pense qu'il y avait, des questions que je ne retrouverai pas comme ça directement, mais sur la confiance en soi. Mais la confiance en soi sans les autres aussi, en fait, il dit c'est pas possible. Je pense qu'il a écrit un essai d'ailleurs là-dessus, quelques années. Mais ça, je trouve aussi intéressant parce qu'on a tendance aussi à faire reposer sur soi-même uniquement cette question de confiance. Et en fait, c'est un tort, ça ne nous aide pas, en fait. Voilà. Non. Et du coup, ça va à l'encontre de l'individualisme, de la pensée individuelle, Plutôt, oui, je trouve. plutôt collectiviste. Oui, plutôt. Voilà, Très après, intéressant. je précise que je ne suis pas philosophe, donc peut-être que je fais certains raccourcis. Mais voilà, ouais, je lis ma perception en fait, hein, ici, comment je l'ai reçue. D'accord. Bah, il faut bien commencer quelque part. Ça me fait plaisir que tu parles d'essais parce que je me souviens, je crois, l'an passé, on en avait parlé et tu racontais que les essais, c'était pas trop ton truc, tu essayais d'éviter. Là, c'est une belle surprise de voir que sur les plus ou moins 11 titres dont tu vas parler aujourd'hui, il y en aura au moins 3 qui sont de type Ouais, même 4 en essai. fait finalement. Ouais, tout à 4. fait, tout à fait. Oui, parce qu'il y en aura un peu plus tard. Mais oui, bah écoute, parfois en fait c'est une question de thème en fait, hein. Parfois il y a quelque chose, en fait on tombe sur quelque chose dans la presse ou une émission, que sais-je, et on se dit ah voilà, ça me donne vraiment envie de le lire et ça me permet de faire la transition justement avec le suivant parce que c'est de nouveau quelqu'un en fait que j'avais l'occasion de voir dans une émission qui s'appelle C'est politique, qui passe sur France 5. Et donc Tom, c'est Vincent Martini. Donc il a en fait dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses. Donc oui, c'est un politiste, hein, donc il est surtout interrogé dans le cadre d'analyse politique ou voilà, mais pas ou de démocratie, mais pas voilà, c'est dans ce cadre en tout cas que moi je le connaissais. Mais bon, l'ouvrage ici évidemment en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses dépasse la simple politique. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à une quinzaine, je pense, d'auteurs. Et on a de tous horizons, des journalistes, on a des écrivains, on a des essayistes, historiennes pour le coup. Je vais citer quelques noms. Par exemple, on a François Gemène, donc ça qu'on connaît bien en tant que spécialiste du climat, Éric Fotorino, ancien directeur du Monde, Michel Perrault, historienne, très grande historienne française, Maya Mazorette, journaliste plus orientée sur les questions de genre et de sexualité. Donc ça va un peu dans tous les sens et c'est volontaire, hein, parce que ce sont donc je vous disais une quinzaine de textes. D'ailleurs, de nouveau, ça fait à peu près une quinzaine de pages. De nouveau, ce sont des choses assez accessibles. On peut ne pas tout lire en une fois, on peut picorer un peu comme dans le cadre de l'ouvrage précédent. Et donc ici, à en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses, évidemment, on s'attaque un peu à ce mythe des 30 glorieuses. Et pourquoi je dis mythe? Parce qu'en fait, je trouve qu'en France, singulièrement en France, on a un sentiment de déclinisme très fort. Je trouve qu'on n'a pas vraiment, pas tout à fait en Belgique en tout cas. Et oui, c'est toujours le même terme de c'était mieux avant. Et ici, justement, ce livre s'attaque à ça. Mais en fait, il montre que c'est un récit qui est complètement idéalisé. Parce qu'en fait, cette nostalgie qu'on a par rapport à un passé, en fait, c'est parce qu'on compare notre présent par rapport à un passé, un modèle qui est fantasmé, qui est faux en fait. Ça ne s'est pas passé exactement de cette façon-là, ou alors simplement on oublie toute une série de choses. Et c'est ce que les auteurs montrent ici. Donc par exemple, sur tout ce qui est, alors les 30 glorieuses, la place des femmes, c'était une catastrophe. Elles devaient encore avoir l'autorisation de leur mari, je pense, pour ouvrir un compte en banque ou des choses comme ça. L'égalité homme-femme, on en était très très loin. Socialement, c'était profondément inégalitaire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, c'était fondé aussi sur un modèle économique et énergétique qui est complètement
dépassé parce qu'on ne faisait attention à rien. Donc forcément, on se disait que tout allait bien, mais on n'avait que faire de tous ces gaspillages d'énergie. Et voilà, c'est ça, on ne faisait pas attention à tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, on ne compare pas les choses à une bonne, on voit pas les choses de la bonne manière. On s'imagine un passé comme ça, complètement fantasmé. Donc ça, c'est intéressant. Mais alors, qui est aussi bien, je trouve, et là, le dernier texte d'ailleurs, c'est de Vincent Martini, donc celui qui a dirigé l'ouvrage. Lui, ce qu'il dit quand même, c'est que la posture qu'on doit avoir, c'est pas justement regretter ce passé, ni se dire que c'était pas bien avant. C'est plutôt, on a encore l'opportunité, on doit arrêter de comparer, de regretter tout ça, mais on a encore l'opportunité d'inventer un futur, et en particulier d'inventer un futur politique. Et lui, ce qu'il disait, c'est vraiment, on doit refuser, ça c'est vraiment un sentiment très français, hein, refuser l'hyper-présidence et ce mythe de l'homme providentiel qui va venir tout arranger, puisqu'en fait, à chaque fois, les gens imaginent que on a trouvé l'homme providentiel et puis ils sont déçus après 1 ou 2 mois directement et ça ne se passe pas bien. Voilà, et donc la politique peut encore des choses. Voilà. Donc c'était les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses, et c'est dirigé par Vincent Martini. Oui, et cette nostalgie, j'ai l'impression que c'est vraiment le propre des anciens grands empires. Donc tu pourrais voir ça pour la France, les États-Unis, l'Espagne, je pense, ou même l'Italie. L'Angleterre, oui. Oui, L'Angleterre, l'Angleterre le également. Royaume-Uni plutôt. Ouais. J'ai failli les oublier alors il y a eu une époque où le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire Oui, anglais. Donc, tout à fait. mais c'est vrai que j'imagine mal voir ça, par exemple, au Danemark, en Belgique. Et du coup, les personnalités, peut-être la personnalité type est peut-être plus humble en moyenne que dans ces pays. La perte des colonies, c'est tout bête, mais peut-être que ça aussi, ça impacte. Et du coup, par la même occasion, la perte des privilèges. Donc, il y a une époque où on déroulait le tapis rouge partout. Tout ça, ça a disparu dans la plupart des cas. Donc, maintenant, on joue tous plus ou moins sur le même pied d'égalité, alors qu'avant, on avait clairement des avantages uniquement de par la nationalité. Donc, tout à fait. les spoliations sont aussi moins faciles ou évidentes que par le passé. Oui. Tu as aussi un essai à nous partager. Oui, alors c'est un essai. C'est quelqu'un que j'avais sur mon radar, si on peut dire, si on utilise une terminologie plutôt guerrière. C'est Slavoj Žižek. Donc c'est un penseur d'Europe centrale de l'Est. Donc c'est un Slovène, si je me souviens bien. Et ici c'est un essai. Donc il a rassemblé pas mal de réflexions qui ont été publiées dans différents journaux. Pour replacer ça dans le contexte, le titre de l'essai c'est Bienvenue dans le désert du réel. C'est une référence à Matrix pour les fans. Et ça a été publié au début des années 2000 dans le sillage des attentats du 11 septembre. Donc c'est juste une année après les attentats du 11 septembre. Moi, je vois ça évidemment de mon point de vue, c'est arrivé quand j'étais tout petit. Donc, je suis un peu surpris par l'écriture qui est parfois très brute, très violente vis-à-vis des États-Unis, parfois même moqueuse, qui juge pas mal, mais qui nous permet de comprendre certaines relations entre différents niveaux de pouvoir, l'importance de la culture américaine sur le reste du continent, européen par exemple. Et ici, il y a quelques idées intéressantes où on va nous montrer par exemple que dans l'imaginaire américain, il y a toujours une sorte de fantasme par rapport au fait d'un ennemi peut-être invisible. Donc il y a eu une époque où, avant les attentats, il y avait déjà eu dans l'imaginaire, au cinéma, en littérature, cette idée d'attaque terroriste qui, on aurait dit, était vraiment presque attendu, espéré pour pouvoir répondre à ce danger. Donc, il va nous montrer, il y a pas mal d'exemples où il nous montre que c'est en fait une sorte de attente-réaction, avec une réaction qu'il va parfois moquer. Donc, le fait pour les États-Unis, qui étaient la première puissance à l'époque, de se venger. Il y a vraiment cette idée de vengeance contre l'Afghanistan qui n'était qu'un pays de bergers, en gros. Il nous oppose ces différents styles, ce contraste. Il montre ses implications, le fait que ce contraste, on puisse se moquer de ce contraste qui n'a pas toujours beaucoup de sens. C'est parfois un style assez digressif où ça va être assez chaotique. Il y a pas mal de références intéressantes à la pop culture, donc sur Matrix, et puis il va citer beaucoup d'autres œuvres. Ça reste de manière générale, un essai difficile à résumer, c'est plutôt provocateur, ça peut être dérangeant, il y a des côtés excessifs et il suffit de regarder une vidéo de lui sur YouTube assez rapidement pour voir qu'il peut avoir quelques punchlines, si on peut dire, quelques réflexions intéressantes, mais il va aussi
avoir tendance à se contredire un moment après, un peu plus tard dans son explication. Donc, ça reste une expérience et c'est un penseur qui se situe plutôt du côté à gauche du spectre politique. Donc, ça reste intéressant aussi d'entendre ce côté-là, d'entendre des idées de ce côté-là. Je veux dire, c'est quelque chose à lire. Il a un récit qui est un peu plus récent, qui est sur mon étagère, qui s'appelle Courage of Hopelessness, qui pourrait valoir le coup et qui est plus récent sur des événements aussi plus récents. Peut-être qu'on parlera aussi du Covid notamment, ou des relations entre différentes puissances de nos jours et comment garder aussi un certain courage étant donné le monde qui donne parfois l'impression de se défiler peut-être, je dirais. Donc ça c'est pour Le désert du réel ou Bienvenue dans le désert du réel de Slavoj Žižek. Ça reste une lecture intéressante, mais il faut parfois s'accrocher pour essayer de ne pas se faire lâcher par l'auteur lui-même. Il est aussi virulent dans son texte que dans ses conférences ou des choses comme ça, comme tu l'expliquais. Oui, et d'ailleurs, je n'ai pas envie de recevoir un procès pour diffamation, mais il faut lire les commentaires. Il donne l'impression d'être tellement pris par ce qu'il raconte. Certains suggèrent qu'il serait peut-être sous influence quand il est sur le podium. Il parle, il boit, il se renverse un peu de l'eau sur lui-même ou il crachote. Donc, c'est une expérience assez, il faut l'imaginer, assez solide. C'est quand même quelqu'un qui a la soixantaine, j'imagine, ou un peu plus, assez solide, barbu. C'est un passionné, quoi. C'est un passionné et avec un look très spécifique aussi, et qui va nous parler de Lacan, Marx, Hegel, mais aussi de Hollywood, la publicité, les jeux vidéo, la culture pop. Donc, il va vraiment tout mélanger et nous donner un point de vue sur la vie qui est aussi intéressant. Pas mal de références au cinéma aussi, donc c'est pas une perte de temps. Ça reste assez curieux. Donc, je pense que c'est le seul essai que j'ai lu cette année. Donc, ouais. Ok. Et alors, pour la quatrième œuvre pour aujourd'hui, tu voulais parler d'une œuvre de Joël Zask. Oui, mais écoute, en fait, c'est quelque chose elle part de quelque chose qui n'est plus trop à la mode aujourd'hui. Je vais parler de l'admiration. Parce que l'admiration, en fait, ouais, souvent, c'est souvent discrédité. On confond ça avec de la soumission, de l'idolâtrie, ou on attribue ça à des gens naïfs. Et en fait, le thèse ici de l'autrice Joël Zask, dans son livre Admirer, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir, c'est que l'admiration peut nous élever et pas seulement nous élever nous, mais aussi les autres. Et donc voilà, ici c'est par contre, au contraire des livres présents, ça se lit c'est un texte d'un seul tenant, mais de 180 pages, donc c'est assez court. Et je veux aussi rassurer, pour le coup c'est assez facile à lire parce qu'elle parle beaucoup de son expérience personnelle, donc elle parle parfois à la première personne d'ailleurs, parce que, quand j'ai expérience personnelle, c'est un peu plus large que ça, c'est qu'elle a tenu à parler à toute une série de personnes et de leur demander mais qu'admirent-ils, qu'est-ce qu'ils admirent dans leur objet d'admiration exactement. Et elle montrait justement que quand on admire, en fait, on sait toujours pourquoi. Au contraire de l'amour, où il y a une part d'inconscient, quelque chose qui nous échappe dans l'amour, mais dans l'admiration, on sait pourquoi on admire. Donc c'est intéressant à étudier. Et je vais la citer quand même pour résumer un peu aussi les choses. Pour elle, l'admiration, c'est un sentiment délicat qui nous propulse gaiement hors de nous-mêmes, sans nous affaiblir, nous rend modestes sans nous rapetisser et nous fait grandir sans nous narcissiser. Donc l'admiration, c'est une force. Et quand on admire, en fait, c'est pas on se compare, on cherche à ressembler. Non, c'est simplement une sorte d'orientation. Ça peut être de l'inspiration, mais c'est en cela que ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de vraiment positif et qui tend plutôt à rassembler et ça s'oppose vraiment à tout ce qui est culture du mépris, du ressentiment qui tendent un peu à s'imposer aujourd'hui. J'ajoute aussi encore, pour terminer là-dessus, que l'admiration, c'est pas uniquement l'admiration envers des personnes, mais ça peut être l'admiration envers des peintures, donc le travail de quelqu'un, des livres, ça peut être envers la nature, ça peut être envers tout ce qui nous entoure finalement. Et donc voilà, sentiment, je pense, universel. Et donc pour reprendre le titre, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir. Est-ce qu'il y a, si tu regardes cette œuvre, une différence entre l'admiration vis-à-vis des personnes peut-être du réel et les personnes que l'on connaît uniquement via les réseaux sociaux, la télévision, la presse? Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Ce qu'elle discute à ce niveau-là, c'était que, en fait,
plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ceux qui effectivement s'exposent pour être admirés ne sont pas admirables. C'est plutôt dans cet angle-là qu'elle l'analysait. Voilà, parce qu'on n'a pas en fait il n'y a pas cette relation qu'on peut avoir entre admirer et admiration finalement. Enfin, on n'est pas du tout dans le même genre de relation en fait. Il y a pas finalement, il n'y a pas non plus de transmission. Il y a pas, je veux dire, les deux personnes ne s'élèvent pas dans ce cadre-là avec les réseaux sociaux en tout cas. D'accord, parce que quand tu en parlais, je repensais à un nouveau terme que j'ai appris en 2025, c'est le mot parasocial, et c'est l'idée d'avoir des relations qui sont à sens unique, notamment vis-à-vis des personnes célèbres ou sur Instagram, des choses comme ça, que l'on suit, que l'on a l'impression de connaître extrêmement bien, mais c'est une relation vraiment qui va dans un seul sens, étant donné qu'il n'y a jamais d'interaction. Oui, tout à fait. Mais il peut ne pas y avoir d'interaction parce qu'on peut admirer, comme je te disais, le travail d'un peintre. On peut admirer, nous admirons des écrivains, des réalisateurs. Ce ne sont pas des gens qu'on rencontre. Enfin, ça peut arriver. Mais on ne cherche pas si on prend nous des écrivains ou des réalisateurs, ce ne sont pas des gens à qui on cherche à ressembler. Voilà, on admire leur travail. Ici, on tente assez modestement de l'expliquer en quoi et peut-être aussi à donner l'envie, en tout cas, de découvrir ces auteurs, ces écrivains, ces acteurs. Mais on n'est pas dans essayer de chercher à ressembler, à copier, ni à développer un sentiment d'infériorité vis-à-vis de ces personnes. Simplement, on les admire pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles sont. Et je pense que tu seras d'accord avec moi aussi, le fait d'admirer toutes ces personnes tend à nous élever aussi d'une certaine manière. Oui, parce que c'est l'idée peut-être de les émuler, de les imiter, peut-être si on voit On n'est un pas obligé sportif. d'aller jusque-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus parce qu'on sera, sauf si on se réoriente, on ne sera jamais réalisateur de cinéma, par exemple. Mais c'est pas mais on admire quand même le travail de ces réalisateurs. Oui, c'est vrai que je pensais peut-être d'un point de vue plus pratique. Si je pense au sport, il est possible de facilement émuler quelqu'un que l'on admire. Mais de nouveau, ici, ici c'est plus compliqué. oui, Ouais. dans l'admiration, là, on va pas non plus être dans la comparaison parce que ça n'a pas de sens de se comparer à un sportif professionnel. Donc l'admiration, c'est plus que ça. Voilà, ça c'est vraiment le point clé de l'ouvrage, je pense. D'accord. Alors, ça va clôturer la partie sur les essais. Et puis alors, la prochaine catégorie, ce sera une grosse catégorie, ce sont les valeurs sûres. Donc, on va parler de différents auteurs. Et ici, le premier dont je souhaitais parler, c'est Amin Maalouf. J'en ai déjà parlé quelques fois. C'est un auteur franco-libanais. Et l'œuvre ici, c'est Samarcande. Samarcande, c'est une ville. L'œuvre a été écrite en 1988 et Amin Maalouf, s'il faut encore le présenter, c'est quelqu'un que j'estime être un conteur de talent qui aime vraiment chaque fois nous rapporter des histoires du Moyen-Orient et il parvient à nous faire découvrir ici un homme qui est multitalentueux. Il est astronome, poète, scientifique, il est conseiller des plus grands et il s'agit de Omar Khayyam. Alors, l'histoire commence avec un homme qui va nous conter qu'il a malheureusement perdu un manuscrit d'une valeur inestimable lors du naufrage du Titanic. Alors, point positif, pour se dire, ok, le naufrage du Titanic, c'est un peu cliché. Le livre étant sorti en 1988, c'était avant la sortie du film du Titanic en lui-même, donc il y a un certain côté original ici. Et au fil des pages, on va découvrir l'origine de ce manuscrit, son importance. C'est un manuscrit qui appartenait justement à ce penseur, Omar Khayyam, et il s'agit d'un recueil de poèmes et de pensées écrits par cet homme au fil de sa vie. Et le manuscrit a cela de spécial que cet écrit qu'il contenait était interdit. Donc, à chaque fois que l'auteur souhaitait partager certaines choses, mais qui portaient par exemple sur l'alcool ou bien sur ses relations amoureuses, sa consommation de hashish, des choses comme ça, il se devait de les garder précieusement à l'abri dans ce manuscrit. Il ne voulait évidemment pas les oublier, mais il lui était interdit de les publier, de les partager avec d'autres, pour peur de se faire punir ou même d'être mis à mort. Alors, l'auteur Omar Khayyam, c'est un homme qui est scientifique et un intellectuel de l'époque, et presque par logique, il est également nomade, donc il aime se déplacer entre les grandes villes de l'époque, donner des conseils aux différents sultans, califes et sultans de l'époque. Il aime utiliser la qualité de sa pensée, sa rhétorique, pour notamment sauver d'un procès un ami qui était sur le point de se faire exécuter. On apprend sur le même moment que cet ami, dans le futur, va créer le premier ordre
des assassins. Donc, il y a peut-être un clin d'œil aussi au niveau historique. On connaît peut-être le jeu Assassin's Creed qui est aussi sur la guilde des assassins. Donc, c'est une partie qui aura une importance considérable dans le livre. Et on va voir aussi que cette création de la guilde des assassins va par la suite se venger du pouvoir. Ce sera une partie en parallèle du livre. Il y a une création d'un culte même qui est nihiliste avant l'heure et extrêmement efficace. Donc, je ne vais pas en dévoiler plus que ça, mais je dirais qu'à chaque fois, après avoir lu notamment Léon l'Africain, Les échelles du Levant et d'autres, Amin Maalouf parvient quand même à nous conter une histoire que je trouvais fascinante sur des faits réels. Ce poète qui est astronome, qui est vraiment touche à tout, donc c'est un peu l'homme de la Renaissance avant l'heure, qui a réellement existé. Le manuscrit également, de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai trouvé en ligne. La seule chose, c'est que la fin tragique de ce manuscrit ne s'est pas terminée au fin fond de l'Atlantique. De mon point de vue, c'est une des meilleures lectures de cette année, donc à recommander. Très bien, mais merci parce que en fait, je me rends compte que je n'ai jamais lu Amin Maalouf, honte à moi. Moi qui aime justement, qui ai quand même lu quelques écrivains libanais justement, qui ont une autre nationalité en même temps que libanais et qui ont écrit sur le Liban. Moi ici, c'est pas sur le Liban, mais voilà, juste pour dire que voilà, je pense que c'est quelque chose que moi je devrais lire, surtout que ça devrait me plaire au vu de ce que tu expliques ici aussi. Je pense que ça pourrait bien te surprendre. Il y a peut-être une partie sur les relations amoureuses parce qu'il tombe amoureux d'une princesse, je ne suis pas très sûr, qui parfois il y a quelques longueurs peut-être là-dessus, mais il y a moyen quand même que ce livre te pousse à donner une note de 3 ou 4 étoiles sur 5. Donc, je ne pense pas que ce sera un raté exceptionnel. Non, je pense pas. Il y a du potentiel. Très bien, très bien. Mais moi, pour poursuivre, autre valeur sûre, en tout cas de mon point de vue, c'est le dernier John Irving qui s'appelle Les fantômes de l'hôtel Jérôme. Alors pour être tout à fait honnête, il est sorti en 2024, donc il y a pas en 2024, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Et il a mis plus de 2 ans à être traduit, donc ça a été quand même assez long. Et pour cause, le roman fait 1000 pages en grand format, écrit assez petit, donc c'est son plus long. Il écrit souvent des longs romans, mais là, il a battu son record, tout simplement. Comment résumer plus de 1000 pages? Eh bien, en fait, il est question ici on suit en fait un jeune garçon au départ, Jack Burns, qui est le fils d'une skieuse professionnelle. On est toujours dans la Nouvelle-Angleterre, hein, comme souvent avec John Irving, et on va suivre un peu toutes les péripéties de sa vie, donc de sa très jeune enfance jusqu'à un âge avancé, je ne vais pas dire jusqu'à sa mort, mais en tout cas un moment où il dépasse les 70-75 ans. Comme toujours, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vraiment rentrer alors dans des très très grands détails, puisque c'est foisonnant, comme souvent hein, chez John Irving. Il est question de nouveau de secrets enfouis, avec la recherche d'un père. Il est question on retrouve en fait toutes les grandes obsessions de John Irving souvent, donc les questions autour de la sexualité, du corps, de la famille. On est toujours dans le milieu de la lutte aussi, hein, comme très souvent. Donc je dirais qu'il ressasse comme ça beaucoup de ses thèmes favoris, de ses obsessions, avec comme toujours des personnages très marquants, parfois, très très marqués, très burlesques, très excessifs parfois, voilà, très excessifs parfois, mais qui parvient toujours à nous rendre terriblement attachants. Donc je le mets dans mes lectures marquantes de l'année parce que j'adore l'auteur. Je ne sais pas si c'est la 40e fois que j'en parle ici. On va dire que c'est la 4e ou 5e fois au moins. Donc à chaque fois que j'en lis un, forcément, j'ai très envie d'en parler parce que pour moi, ça reste un des écrivains majeurs de notre époque. Néanmoins, je ne conseillerais pas de commencer par celui-ci. Je pense qu'il faut plutôt lire Le Monde selon Garp, L'Offre de Dieu, la part du diable, Je te retrouverai. Parce qu'on finalement, on retrouve comme ça beaucoup de ces thèmes. Moi, ça me faisait vraiment penser comme ça. J'avais des petits points à chaque moment à dire ah tiens, ça c'est un peu comme dans son précédent. Ah tiens, c'est comme dans celui-là. Et il prend son temps. Hein. Donc, pour être très honnête, je pense que les non-fans y verront des longueurs. Moi, je trouve que ça permet d'encore plus s'attacher au personnage. Et même si, voilà, comme je disais, c'est un personnage parfois un peu excessif, très romanesque, mais je répète, terriblement attachant. Et donc, c'est ça qui donne envie, en fait, de se replonger à chaque fois, de continuer la lecture et de prendre son temps. Très bien. Et en fait, tu as répondu à 2 de mes 3 questions. Donc, il y a une partie sur le catch, sur la lutte. Ça, oui. Oui, sur la lutte, oui. Tu as parlé de certaines longueurs, mais qui sont voulues, donc il y a des digressions, Oui. comme très souvent. Tout à fait. Est-ce qu'on parle d'un ours?
Eh bien, non, je ne pense pas. Parce que pourtant, on est dans la montagne avec du ski et il y a, comme souvent aussi, un accident fâcheux un jour. Non, il n'est pas question d'ours. Par contre, il est question d'une baleine parce que Moby Dick est vu comme une lecture fondatrice pour le narrateur. Et donc, les références à Moby Dick sont très très nombreuses, mais c'est une autre version de l'ours du coup. Tiens, c'est vrai que maintenant que maintenant que tu me parles de ça, on pourrait peut-être y voir une évolution de l'ours, je ne sais pas. Mais non, pas question d'ours cette fois-ci. D'accord. Mais cette fois-ci, c'est le plus gros mammifère marin, du coup. Ouais, Donc, ouais, c'est ouais. terrestre, si je ne me trompe pas. Mais il y a un petit passage à Vienne quand même, parce que Ok, voilà, il y a souvent question de Vienne aussi. Voilà, on retrouve les grands classiques de John Irving, quoi. très bien. Mais alors, pour rester aux États-Unis, moi, je voulais parler maintenant de Paul Auster avec Le Voyage d'Anna Bloom, qui a également un autre titre. Donc, le Voyage d'Anna Bloom, c'est la version que je possède, mais il existe également sous le titre Le Pays des dernières choses. Et alors, c'est un livre ici très spécial parce que j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il s'agit d'une œuvre dystopique. Donc, par moments, Paul Auster écrit des livres qui flirtent un peu avec le réel, l'irréel. On n'est pas vraiment au niveau du fantastique, mais il y a toujours une part de mystère assez curieuse. Ici, on est dans une œuvre dystopique qui est clairement assumée. Et Anna Bloom, c'est une jeune femme qui s'est lancée sans hésitation dans une terre hostile qui est désertique, extrêmement violente. Elle ne l'a évidemment pas fait par plaisir, mais en fait pour retrouver son frère qui a disparu dans cette zone qui n'est jamais clairement nommée, mais qu'on imagine être peut-être New York, étant donné que ça nous donne l'impression d'être un territoire assez vaste, mais limité par les eaux qu'on accède ou que l'on quitte uniquement par bateau, comme s'il était coupé du reste du monde. L'accès ne se fait pas facilement. On ne parle pas non plus de barricades ou de barrières qui empêcheraient de, par exemple, passer de l'autre côté. Et alors, c'est un monde, il faut comprendre, où il y a une pénurie totale, totalement assumée et indiquée directement par la jeune femme. On parle de manque de nourriture, manque d'eau, manque de soins, de vêtements. C'est une faim qui est permanente, qui ronge l'estomac. Il y a une violence qui est quotidienne, avec des meurtres, des agressions, des pillages. Ça fait vraiment partie du paysage, il faut faire extrêmement attention. Comme on le comprend, il y a eu un effondrement social complet. Donc, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de loi. Les services publics ont totalement disparu. Et il faut vivre et survivre avec des corps qui se sont dégradés. Les maladies sont là. La moindre infection, c'est presque garanti d'en décéder assez rapidement. Les morts sont abandonnés dans les rues. Donc, il y a totalement une perte de tout ce qui est tissu social et de fraternité ou humanité. Ça dépend des moments. Et alors, la survie. Pour survivre, il faut vivre de petits trafics, de récupération d'objets, de mendicité. Il y a aussi un niveau d'isolement qui est assez important. Et alors, cette jeune femme va donc découvrir ce monde et le traverser, essayer d'y survivre pour retrouver les dernières traces de son frère qui n'avait plus donné de nouvelles. Elle s'est inquiétée, donc elle s'est lancée sans hésiter là-dedans. Et c'est dans ce monde très hostile, donc il y a des objets qui comptent beaucoup. On pense notamment aux chariots de supermarché qui nous semblent n'avoir aucune importance dans la vie de tous les jours, mais qui est vital ici pour pouvoir, on parle maintenant au point de vue d'efficacité et d'optimisation, pouvoir récolter le plus d'objets possible, de ne pas devoir les porter, de pouvoir les transporter de manière assez facile, les vendre, les revendre, tout ce qui est le monde du troc. Et alors, au fil de cette traversée, cette jeune femme va être frappée par la perte de personnes qui lui étaient chères, la folie, un espoir qui arrive et puis qui disparaît assez rapidement. Mais malgré cette brutalité, elle parvient à trouver des moments assez humains. Et c'est un livre aussi qui va parler à un moment ou à un autre, qui va poser l'importance de l'écriture comme outil de mémoire et de survie. Donc il y a aussi une réflexion intéressante sur la mémoire, le langage qui parviennent à nous aider à garder un soupçon d'humanité quand on vit dans des univers comme ça où tout semble perdu et tout semble extrêmement sombre et noir. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir quand même dans tout ça, finalement? Il y a plusieurs notes d'espoir qui parfois disparaissent. L'espoir, au final, c'est aussi l'écriture de étant donné qu'on suit cette jeune femme à travers ses écrits, donc c'est d'avoir ces écrits qui vont lui survivre, c'est le côté qui nous apporte un peu d'espoir aussi, cette idée de transmission de mots et de survie par le langage aussi. Le langage écrit et l'écriture. Ok. Malheureusement, pour la suite, ce n'est pas très très drôle pour moi non plus, puisque dans le livre suivant ici, qui est le dernier livre de Richard Ford,
encore un écrivain américain et un de mes écrivains préférés. Dans son dernier livre, Le Paradis des fous, on suit pour la 5e fois et sans doute la dernière fois Frank Bascombe. C'est une figure familière, hein, chez Richard Ford, pardon. J'ai déjà parlé ici je pense que c'était Week-end dans le Michigan, qui était le premier. Et donc ici, on est dans son 5e. Et ici, Frank Bascombe, il a 74 ans et donc il était avant journaliste sportif. Il est devenu agent immobilier. Il va entreprendre avec son fils aîné, Paul, qui a 47 ans, un dernier voyage, un road trip. Pourquoi dernier? Parce que c'est son fils qui est atteint d'une maladie dégénérative incurable. Et l'idée un peu, c'est d'essayer d'avoir des derniers moments comme ça à partager ensemble. Et donc, ils vont aller voir des monuments assez kitsch des États-Unis, le Palais du Maïs, moi je ne connaissais pas, mais voilà, c'est très très kitsch apparemment, et aussi le Mont Rushmore avec les visages sculptés des présidents sur la montagne. Voilà, donc dans ce livre, en fait, il est question, c'est pas tant une succession de grands événements que plutôt des petits moments de la vie et de partage entre ces deux personnes. Il faut savoir quand même que Paul, donc le fils qui va mourir, est quand même quelqu'un de pas facile à vivre, qui est très cynique, qui est très provocateur avec son père. Et d'un autre côté, son père, Frank Bascombe, il a plutôt un côté débonnaire, avec un humour comme ça sur la vie léger et un regard parfois légèrement ironique comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça chez Richard Ford, ce côté regard sur la vie ordinaire avec comme ça un léger humour et en même temps aussi beaucoup de profondeur, je trouve, dans les sentiments, dans la façon de voir les choses. Je trouve que c'est une lecture c'est aussi des romans qui se lisent assez lentement, je trouve, pour bien apprécier les choses et ces petits moments de la vie finalement. Et surtout ici en l'occurrence quand on sait que pour l'un des deux personnages c'est bientôt la fin. Donc ça s'appelle Le Paradis des fous. Et Le Paradis des fous, je vais pas tout spoiler, mais il y a une explication du titre au fil de l'œuvre. Mais moi je pense qu'on peut aussi se demander Le Paradis des fous, est-ce que c'est pas voilà, on peut sans doute y voir un deuxième sens très certainement. Pour ça je laisse quand même le découvrir. Est-ce que tu le classerais aussi haut que Canada ou Jour de Non, quand même pas. l'indépendance, que je sais que Quand tu as même pas. apprécié? Oui, quand même pas. Moi, j'aime bien le personnage, tu vois. Donc, c'est comme quand on retrouve comme ça, c'est comme revoir un vieux film qu'on a l'habitude de voir à Noël, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, on aime bien le retrouver. On aime bien le retrouver. C'est plus comme ça. Moi, je dirais qu'il m'a moins marqué qu'Indépendance, par exemple, pour rester dans le même cycle. Puisque là, il était question de la période d'existence. C'est un concept qui m'avait marqué à l'époque. Canada, pour moi, ça reste un des plus grands romans que j'ai lus dans ma vie. Donc ça, pour l'atteindre, ce serait assez compliqué. Mais je précise aussi quand même que même si c'est le 5e de la série des Frank Bascombe, ça peut se lire tout à fait indépendamment les uns des autres, parce qu'il n'est pas spécialement fait référence à ce qui s'est passé dans les volumes précédents, parce que dans chacun des volumes, on suit Frank Bascombe pendant quelques jours de sa vie, simplement. Et puis, il se passe forcément 15 ou 20 ans, et donc il a l'occasion, à certains moments, d'expliquer ce qui s'est passé pendant ces 15 années, parfois dans les détails, parfois pas du tout. Il s'est séparé de sa femme, il a retrouvé quelqu'un, ou des choses, voilà, des petites choses comme ça. Mais voilà, on peut tout à fait, on ne doit pas les lire dans l'ordre, on ne doit pas avoir lu les autres pour lire ici Le Paradis des fous. D'accord. Et avant que je n'oublie, tu as parlé de films que l'on aime revoir à Noël. C'est un peu la période, tu dois en citer au moins un. Tu dois avoir quelque chose en tête, donc quel est ton film de Noël? De toute façon, moi je regarde chaque fois le Père Noël est une ordure, je dois bien D'accord. l'avouer, c'est mon petit plaisir coupable, ou La Grande Vadrouille. C'est pas un film de Noël, mais il passe souvent à Noël quand même. Sinon, moi j'aime bien La Bûche aussi. Je pense pas qu'ils l'ont reprogrammé cette année, mais voilà. Tu as des plaisirs coupables aussi, toi? Ah non, j'ai pas le câble, donc pas l'occasion de voir ces choses-là. Mais vu que tu en parlais, je devais te demander. Donc, merci d'avoir répondu honnêtement. Il C'est très bien. n'y a pas de honte. Alors, pour continuer là-dessus, toujours sur les valeurs sûres, auteur américain, ici, c'est entre la découverte et valeurs sûres. C'est un auteur que j'ai découvert très récemment. C'est Dennis Johnson et avec l'œuvre Train Dreams. J'en ai parlé dans le podcast précédent. C'était mon film préféré de l'année 2025. C'est basé sur cette nouvelle. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va suivre Robert Grenier à travers toute sa vie. C'est dans l'Idaho du XXe siècle. Une vie très simple, presque stoïque. Il fait des petits boulots, c'est pour construire notamment un pont qui va permettre de réduire
la durée d'un trajet par train, puis il va faire pas mal d'élagage et de travail en forêt, toujours très loin de sa maison et de la famille qu'il essaye de construire avec sa femme. J'ai trouvé que le film était peut-être même supérieur au livre, étant donné qu'il y a eu des passages dans le livre qui ont été peut-être un peu écrits de manière un peu plus glauque, plus graphique, qui pourraient ternir le livre. Et c'est pour ça que le film en lui-même m'a tellement convaincu, étant donné qu'il est parvenu à être extrêmement original en se basant sur cette œuvre. Le livre en soi vaut quand même la peine d'être lu. C'est en fait une chance de pouvoir le visualiser, d'avoir une idée de comment il pourrait être porté à l'écran via la production Netflix qui est sortie un peu plus tôt cette année, en 2025. Ça, c'est pour Train Dreams de Dennis Johnson. Oui, et j'en profite pour signaler que le film dont tu as parlé justement, et que moi je ne connaissais pas, je l'ai retrouvé dans plusieurs tops de l'année. Donc apparemment, c'est un film qui a marqué, et donc tu conseilles aussi, donc on peut visiblement vraiment bien recommander à nos auditeurs. C'est comme ça que je l'ai trouvé, parce que j'ai vu passer le titre sur Netflix, donc la manière dont ça nous présente des nouvelles sorties, ça ne me tentait pas forcément au premier regard, et puis étant donné que je l'ai vu passer dans certains tops, je me suis dit que ça valait la peine de ne pas être un vieux con, c'est un peu le terme ces temps-ci, et de lui donner une chance. Ça m'a directement plu dès le départ, donc à recommander. C'est bien noté. Moi, je vais en terminer avec les auteurs américains, avec un livre dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 39 où il était question d'amour. C'est Bien-être de Nathan Hill. Je ne vais pas le résumer ici du coup, mais plutôt renvoyer à cet épisode. Simplement dire que c'est son deuxième roman, qu'il a été acclamé par toute la critique. C'était déjà le cas lors de son premier roman. Donc c'est visiblement un auteur, même avec seulement 2 romans sur lesquels il faut compter aujourd'hui. Donc il est question, en fait, c'est une histoire d'amour au départ entre un photographe bohème et une jeune fille. Et on les suit comme ça et on voit en fait ce qu'est devenu leur histoire d'amour avec le temps. Donc il est question, voilà, comme ça, évidemment d'une dynamique de couple, mais pas uniquement parce que, comme déjà dans le précédent de Nathan Hill, c'est l'occasion aussi d'un peu sonder la société américaine avec les illusions de la réussite, avec notamment, mais je parlais tout à l'heure en fait de ces guides pratiques de développement personnel, mais on voit ce que ça, les implications de ceci sur certains personnages. C'est assez savoureux d'ailleurs de voir jusqu'où ça peut mener, l'impact de la technologie, des réseaux. Voilà, et donc tout ça est brassé avec beaucoup de brio. Donc ça, c'est vraiment une lecture majeure que Nathan Hill, je conseille donc aussi bien Bien-être, celui-ci, comme Les fantômes du vieux pays, son précédent roman. Ce sont vraiment des lectures majeures. Et pour la suite, Max, tu as une dernière valeur sûre, mais cette fois-ci, qui n'est pas un auteur américain. Non, il faut faire un petit retour en Europe avec le journal d'info de Nicolas Gogol. Alors ça, c'est un auteur déjà qui est disputé par les Ukrainiens et par les Russes. Il est né dans l'Ukraine actuelle. Il est mort, si je ne me trompe pas, en Russie. C'est à Moscou, si je me souviens bien. Et alors ici, c'est un livre qui est assez court, mais qui va nous conter une histoire assez intense. On va suivre un homme qui est un petit fonctionnaire. Donc c'est souvent, quand on parle de littérature d'Europe de l'Est, c'est ukrainien, écriture ukrainienne ou russe, c'est souvent le problème de la bureaucratie, être fonctionnaire, essayer de grimper les échelons, et on sent vraiment cette lourdeur administrative qui est présente tout le temps. Et les bureaucrates, il est assez rigide, il est obsédé par les grades, les titres, la hiérarchie sociale. Il est sans envergure et il est noyé dans cette paperasse presque qui va l'anonymiser. Donc, il a vraiment la tête sous l'eau avec la quantité de paperasse. Il vit de manière extrêmement humble. Il est seul, il est pauvre et il va nourrir une obsession qui est presque maladive pour la fille de son directeur, qui est inaccessible, qui est très belle, même presque irréelle. Et alors, petit à petit, presque sans crier gare, ce pauvre fonctionnaire, cet homme, va se fissurer. Donc son soi, sa santé mentale peut-être même va se fissurer. Il commence à entendre des chiens parler. Donc on va très calmement nous expliquer des dialogues entre quelques chiens qui discutent. Puis il va lire aussi leur correspondance. Mais tout cela nous est partagé par le narrateur de manière très froide, avec une certaine distance, un sérieux presque absolu. C'est simplement, on nous conte des faits sans sentiment derrière. Et alors, c'est ça qui apporte une certaine curiosité au livre, c'est que cette folie ne va pas surgir brutalement, mais elle s'installe vraiment petit à petit. Donc après ce premier épisode des chiens qui discutent, on va descendre dans une dérive mentale qui va continuer avec des règlements plus sérieux qui vont culminer avec le fait que ce pauvre homme
va se croire roi d'Espagne et va être tenté de mener la reconquête pour récupérer les terres espagnoles. Donc, on s'arrête là, on comprend en fait au final qu'il a été interné, on lui a rasé la tête, il est maintenant à l'époque le terme c'est dans un asile, et c'est un livre qui termine de manière assez brutale et dans les deux sens, donc de par les faits et de par l'écriture, mais c'est un écrit intéressant pour nous montrer l'évolution vers la folie sur moins d'une centaine de pages. Ça reste aussi un écrit majeur pour tout ce qui est écrit en langue russe. Oui. Ah oui, c'est assez court alors en fait. Ça doit faire 100 pages. Ah oui, si ça a je l'air ne me trompe riche pas. quand même. C'est assez riche d'événements et en lisant, je me demandais si je comprenais bien ce qu'il se passait. J'ai dû relire plusieurs fois quelques passages parce que j'ai compris le moment avec les chiens qui discutaient. Pourquoi pas, on tombe petit à petit dans cette obsession, dans cette folie. Et puis vers la fin, on parle de groupements de personnes qui ont toutes été rasées. Il essaie de donner des ordres, il se fait repousser, il clame qu'il est empereur d'Espagne. Et là, on comprend vraiment que c'est la dernière étape de son périple vers la folie. Assez curieux, évidemment. Et alors, donc ça, c'est pour le Journal d'un fou de Nicolas Gogol. C'est sorti en 1835, si je ne me trompe pas. Alors, Un on classique parlait finalement. un classique. Et alors, vu qu'on parlait de folie, il y a quelque chose, un objet assez léger qui est souvent fait d'or, qui peut pousser à la folie même les hommes les plus sains d'esprit. C'est vrai, c'est vrai. Et puis les hommes qui du coup en viennent à se transformer et à ne plus vraiment être des hommes. Vous aurez peut-être reconnu Le Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi reparler du Seigneur des Anneaux aujourd'hui? Honnêtement, il n'y a plus besoin de présenter l'œuvre ou de raconter cette quête de l'anneau. Simplement dire que, en fait, ça date quand même de 1954, initialement, paru en anglais en 1954. Et bon, seulement traduit en 1972 en français et puis retraduit en fait en 2014. Donc moi j'ai lu la nouvelle version, puisque désormais le premier tome on l'appelle la Fraternité de l'Anneau et non plus la Communauté de l'Anneau. Je pense que cette nouvelle version se veut plus proche du style de Tolkien. Moi je tenais, parce que j'avais mentionné dans le podcast de l'an dernier, si tu te souviens, que c'était quelque chose que j'allais relire. Donc j'ai tenu ma promesse, j'ai relu. Et c'est l'occasion surtout de commencer par dire que parfois ça vaut la peine de relire certaines choses, qu'on les ait aimées ou qu'on les ait pas aimées, parce que ça nous permet de les redécouvrir. Et avec l'âge, on en a aussi une autre lecture, ou en tout cas, on voit plus de choses qu'avant. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la force du légendaire que Tolkien a réussi à créer. C'est assez incroyable, donc, parce que Le Seigneur des Anneaux, finalement, qui est son œuvre majeure et qui fait 3 volumes et qui fait déjà, je ne sais pas, 1000-1500 pages, quelque chose comme ça. Ça ne parle ce n'est qu'une toute petite partie de toute la mythologie qu'il a créée. On est à la fin du 3e âge et donc il a écrit des textes, certains publiés, d'autres c'était simplement des notes, on va dire, mais qui n'étaient pas destinées à être livrées à un grand public, même si aujourd'hui elles le sont, puisque via son fils notamment, mais on a quand même aujourd'hui tout un corpus énorme, vraiment, de tout ce qu'il a écrit sur la Terre du Milieu. Et donc on sait comment la Terre du Milieu a été créée, on sait ce qui s'est passé pendant le 1er, le 2e âge, etc. Donc déjà, c'est tout à fait foisonnant et c'est tout à fait passionnant. Alors voilà, on peut voir ça juste comme une lecture. Je pense que moi, quand je l'ai lu, donc pour la première fois, j'avais, je sais pas, 13 ou 14 ans, donc adolescent. Et je pense que quand on est adolescent, on voit surtout le côté aventure, passionnant. Avec les années, comme je le disais, on a tendance à apprécier plus, même si c'est une traduction, il y a tout un travail autour de la langue qui est fait et qu'on voit dans tous les champs, notamment qu'on retrouve dans le texte, que chaque catégorie, si je peux parler de race, en tout cas, puisqu'entre les elfes, les hommes, chacun en fait a ses propres légendes, ses propres mythologies. Donc c'est d'une richesse vraiment incroyable. J'en profite aussi pour parler en fait encore d'un essai, et je promets que c'est le dernier, mais un essai qui est tout à fait lié et que j'ai lu juste avant de recommencer ce premier tome du Seigneur des Anneaux, qui est Tolkien et le Seigneur des Anneaux, une mythologie pour l'Angleterre. Et ça a été publié par Jean-Louis Migeot en 2024. C'est un tout petit essai qui fait 140-150 pages où en fait c'est une petite analyse en fait de son œuvre et ça permet de comprendre en fait comment Tolkien a conçu le Seigneur des Anneaux, de quoi il s'est inspiré et en fait pourquoi est-ce qu'il a écrit aussi ce texte. Et ce que je tiens à mentionner, parce que souvent on voit dans cette quête du bien contre le mal, on veut toujours y voir une réponse littéraire à des problèmes politiques ou des choses comme ça, et c'est
c'est justement au sortir de la guerre qu'il aurait voulu. Non, en fait, Tolkien n'a jamais eu cette ambition, des ambitions politiques, même si lui-même était quelqu'un d'assez conservateur, voilà, vraiment pas un grand progressiste. Mais lui, non, c'est plutôt, voilà, il a d'abord voulu créer son œuvre sans pour autant penser à tout un contexte politique, quoi. Ça, c'est une chose importante. Ce que je voudrais mentionner aussi, et peut-être une lecture de nouveau, peut-être plus personnelle, ce qui est, je trouve, intéressant dans les personnages, et c'est quelque chose qu'on voit un peu plus, je pense, quand on a un peu plus de bouteilles aussi en avançant, et certainement pas quand on est ado, c'est que cette quête du bien contre le mal, elle n'est pas évidente, et de toute façon elle laisse des traces, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour chacun des personnages, il y a toujours des moments de tension en fait. Ils sont pas tous les personnages, aucun des personnages finalement n'est, à part peut-être, mais même en fait, même Sauron en fait au départ n'était pas du tout comme il l'était. Dans le Seigneur des Anneaux, on n'a pas l'occasion de le voir, mais quand on s'intéresse de nouveau à tout le légendaire de Tolkien, on voit qu'il n'a pas toujours été de cette façon-là. Frodon, il doit trouver le courage, mais il se pose beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'il va vraiment y arriver. Donc c'est un héros, mais ça a aussi des petits côtés anti-héros. Et je trouve que tous ces petits caractères, ces hésitations, les dilemmes auxquels chacun des personnages font face, sont décrits de manière très subtile. Et c'est pour ça que ça en fait aussi une grande richesse, je pense. Donc, c'est de l'heroic fantasy, c'est sûr. Moi, je suis un convaincu, donc c'est vrai clair que je prends énormément de plaisir à lire, mais je pense que chacun peut y trouver quelque chose, soit d'abord le côté de l'aventure, le côté voilà, heroic fantasy, le côté combat du bien contre le mal, mais avec quand même beaucoup de nuances. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, dans l'œuvre, et ça gagne à être lu ou relu. Très bien, mais c'est vrai que je me souviens quand tu en as parlé la fois passée, ça m'avait aussi donné envie de les relire, parce que j'avais vraiment bien sérieusement lu le premier, le deuxième à moitié, le troisième, je n'avais jamais parcouru, mais je l'ai ici pas très loin, presque à portée de main. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je crois que le livre nous montre vraiment le fait que le pouvoir puisse corrompre, parce que Oui, c'est un oui, des thèmes principaux. tout à Et fait. alors, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu racontais sur, je l'avais ressenti aussi en lisant, je crois que c'était une des premières fois que je voyais un héros qui était vulnérable. Donc, on imagine Frodon qui est presque la personne la moins logique à utiliser pour mener à bien cette quête. C'est le plus faible, il est incapable de se défendre. C'est même le plus faible des 4 hobbits du groupe, si on peut dire. Mais on lui fait confiance et il est porté par cette mission. Et c'est, je dirais, à l'opposé de ce qu'on pourrait voir avec peut-être Harry Potter, où on a quelqu'un qui est faible au départ, qui monte en puissance, qui devient plus fort, plus un expert dans le domaine. Ici, il n'y a aucune évolution dans son arc narratif de pouvoirs spéciaux, d'habilité de se battre. Il reste au même niveau pendant toute l'histoire et il a une certaine vulnérabilité qui est presque omniprésente. Donc, Oui, et il s'en sort uniquement par le groupe de nouveau. Là, je fais écho peut-être de nouveau à Charles Pépin, qui évoquait en tout début de podcast. La confiance, il n'a pas très confiance justement en ses capacités d'y arriver, mais Gandalf n'a jamais en tout cas n'a jamais montré voilà, d'hésitation à ce niveau-là, et a été très vite convaincu que oui, c'était Frodon qui devait le faire, et même si certaines choses nous échappaient, et puis après lui-même voilà, comprend aussi certaines choses. Mais voilà, il fait confiance et c'est aussi ce qui permet à Frodon d'y arriver. oui, et alors, bon, il faudrait que je retrouve aussi cette vidéo, mais j'avais vu un truc par hasard sur Instagram, quelque chose de plutôt comique, où il y a une discussion entre Frodon et Gandalf sur l'usage des aigles qui viennent les sauver à un moment, je pense qu'ils sont sur la tour de Sauron ou de Saruman. Ils sortent un peu de nulle part pour les aider. Et alors Frodon commence à questionner Gandalf, pourquoi ne pas avoir demandé l'aide des aigles pour passer au-dessus de la montagne du destin et de jeter l'anneau? C'est une question qui reste un peu sans réponse. Étant donné que ce sont des bêtes majestueuses, extrêmement puissantes et rapides, on aurait pu les utiliser. Et Gandalf, là-dessus, ne répond pas et décide de passer à autre chose. Ce qui est intéressant justement dans l'essai aussi, ce que ça me fait penser à ça, et je terminerai par là, point ici sur le Seigneur des Anneaux, c'est que justement la magie, c'est quelque chose, il faut faire très attention quand tu l'utilises dans un roman, parce que si tu l'utilises à tort et à travers, en fait, tu lasses le lecteur très très vite. Parce qu'alors on pourrait se dire, bah oui, Gandalf il n'a qu'à utiliser sa magie et hop, il met l'armée des orques voilà, en déroute et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Ça doit être plus difficile que ça. Et donc, en fait, la magie, elle doit être utilisée vraiment avec beaucoup de parcimonie pour permettre d'adhérer à l'œuvre et la rendre, elle n'est pas réaliste, pas crédible, mais en tout cas que le lecteur y croit et ait envie d'y croire. Oui, je suis d'accord. Et je veux dire que
en ayant vu les films, j'ai l'impression que les pouvoirs même de Gandalf ne sont qu'à peine montrés. Donc, Oui. on nous indique qu'il s'agit d'un magicien, un des meilleurs au monde, avec Saruman, mais sans jamais vraiment nous montrer de quoi il est capable. Donc, Mhm. c'est gardé un peu sous le couvercle. Il est revenu à la vie où il y a eu cette bataille avec le Le Balrog. 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 Il revient, il passe de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, Mhm. mais sans vraiment nous en dire plus. Donc, il y a toujours une part de mystère là-dessus, qui est peut-être mieux indiquée dans les œuvres annexes de Tolkien ou dans les livres, mais c'est vrai qu'il y a une part de mystère. Mhm. Et alors, toi, tu n'as pas relu, comme tu le disais, Le Seigneur des Anneaux, et pourtant, tu as lu quelque chose qui s'en approche un petit peu, peut-être. Alors oui, donc peut-être, si j'oserais peut-être la comparaison, le Tolkien moderne, J.R.R. Martin, que l'on connaît pour avoir créé le Trône de Fer, donc toute la saga. Il y a eu 7 livres, si je ne me trompe pas. On attend le 8e depuis, et je dis on parce que je suis arrivé au dernier, j'attends également aussi. Je pense qu'on attend depuis au moins 15 ans. J'ai l'impression qu'il ne va jamais le sortir. Mais entre-temps, il a eu l'occasion d'écrire 3 nouvelles qui sont en fait sur la période juste avant la série du Trône de Fer. Et cela s'appelle en fait Un chevalier des 7 royaumes. C'est une suite de 3 livres qui ont été appelés Les aventures de Dunk et de Luff. Donc Luff, en anglais, ce sera Egg. Et il faudra comprendre et lire un petit peu pour savoir de quoi il s'agit. On ne parle pas d'un œuf au terme littéral, c'est un autre personnage. Et cette trilogie de nouvelles va nous ramener plus ou moins 100 ans avant les événements du Trône de Fer, et on va découvrir d'autres facettes du monde des 7 royaumes, comprendre les dynamiques entre les différentes familles. Donc il y avait différentes luttes de pouvoir à l'époque, évidemment, une autre personne ou une autre famille même qui gérait l'ensemble du royaume, et on va suivre un combattant qui est plutôt sans le sou, qui n'est même pas anobli, qui n'est pas encore chevalier, et qui a un écuyer en devenir qui s'appelle Egg. Les 3 nouvelles vont porter un peu sur cette ascension de ce combattant au rang de chevalier, puis ses participations à différentes joutes, au tournoi, à l'occasion desquelles il parvient notamment à intervenir dans des machinations et des projets qui sont en place pour soit détrôner les seigneurs locaux, ou essayer de terminer des conflits sur des possessions de terre, etc. Et je trouvais que ces nouvelles avaient un certain intérêt de présenter ces interactions de manière assez forte, mais touchante aussi. Donc il y a une relation entre l'écuyer et le chevalier ici, qui sont assez sympas à voir. Une écriture qui reste assez simple, peut-être plus simple que la série du Trône de Fer en elle-même, qui est plutôt basée sur des chapitres qui suivent un point de vue à chaque fois. Donc le point de vue d'un premier personnage, d'un deuxième, d'un troisième, des récits qui vont se croiser au fil du temps. Ici, on a une histoire qui est plutôt linéaire, mais qui est quand même empreinte d'une belle érudition sur le monde médiéval de l'époque. Donc on voit que J.R.R. Martin s'y connaît extrêmement bien. Et alors la surprise, j'ai donc commencé à lire la première nouvelle en septembre. Je les ai lues toutes les 3 en cette fin d'année. Et la bonne nouvelle, c'est que ces 3 nouvelles ont été adaptées en TV et seront disponibles dès janvier 2026, le 18 janvier, si je ne me trompe pas, sur HBO. Donc ça a été porté à l'écran et une deuxième saison sera déjà confirmée. La question se pose peut-être sur le nombre de saisons au total, étant donné que le matériel à utiliser ne porte que sur une 300aine de pages. Je regarderai ça avec attention. Tiens, et donc il n'a toujours pas fini d'écrire Le Trône de Fer. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi? Parce donc en parallèle, il a écrit cette intrigue, une sorte de préquel finalement. Pourquoi est-ce qu'il a pas choisi d'abord de terminer son œuvre principale avant de s'attaquer à ça, tu sais? Eh bien, je pourrais lui poser la question, parce qu'il a un blog, il est d'ailleurs très actif, il publie de temps à autre un message, un blog post sur le fait d'avoir notamment par exemple reçu un prix Nebula ou des choses, ou un équivalent d'un prix Nebula pour tout ce qui est le monde fantastique, ou des participations à des conférences et des choses, ou des meetings sur les mondes médiévaux. Mais ce serait risqué de se faire peut-être insulter ou se faire rabrouer. La question est toujours là. Malheureusement, l'auteur a promis maintes fois de se concentrer à nouveau là-dessus. L'arrivée du Covid, c'était une excellente idée pour lui
que tout soit bloqué. Il était maintenant forcé d'écrire jusqu'à ce que la bougie s'éteigne tous les jours, mais c'est chaque fois beaucoup de promesses et plus ou moins tous les 6 mois, tous les ans, j'écris sur Google, je fais une petite recherche pour voir où on en est et à chaque fois, on nous parle d'une centaine de pages en plus ont été écrites, sont envoyées à l'éditeur, il publie de temps à autre un chapitre ou l'autre, mais c'est sans date bien précise. Donc, je pense que la plupart du monde a perdu espoir et On peut se consoler quand même, du coup, avec ce dont tu viens de nous parler, quoi. on peut le faire. Et puis, le reste des livres sont, je trouverais, d'assez bonne qualité aussi. Et on a la chance d'avoir une série télévisée pour aussi essayer de faire un lien avec les écrits et de voir comment ça peut être interprété. Ça reste aussi intéressant. Des écrits qui sont assez bons et plutôt divertissants. Donc, ça reste sympa à lire aussi. Ça, c'est pour les 3 nouvelles. Donc, je vais les mettre dans une seule catégorie avec le chevalier errant, le paix promise, si on peut dire, et puis le chevalier mystérieux. Là, on clôture notre partie médiévale. Alors, le suivant, Thibaut, tu voulais parler un mélange entre une confirmation et une découverte. Oui, en fait, si c'est le dernier livre de l'écrivain Arturo Pérez Reverte, qui est un écrivain espagnol, donc qui est un écrivain assez connu, hein, publie, moi, je pense, il est assez reconnu dans des fictions historiques, je pense, que moi, j'avais jamais lu jusqu'ici. Donc, son roman L'Italien est sorti en 2021 en espagnol et en français a été publié en septembre 2024, donc ça reste assez récent. Et donc c'est une découverte pour moi, mais c'est pour ça c'est un auteur quand même assez confirmé. Alors ici, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale et on navigue, je veux dire, entre Gibraltar et Algésiras. Donc Gibraltar, territoire anglais, Algésiras, on est en Espagne et l'Espagne, à ce moment-là, est encore officiellement neutre. Donc il se passe pourtant beaucoup de combats dans cet endroit, mais précisément parce que donc, les Angleterres et des Italiens, en fait, font une sorte de guerre navale. On a une libraire qui vit à Algésiras, Elena. Son mari a été tué. Un jour qu'elle se baladait sur la plage, elle découvre le corps d'un homme qui a été blessé. Et donc, elle va le secourir. Et il s'avère en fait que cet homme est un Italien et un militaire, on va dire, qui donc combat les Anglais juste à côté de chez elle. Et pour ce faire, en fait, il va, lui et ses collègues, ses camarades, si je peux dire, vont en fait piéger des bateaux grâce à des espèces de torpilles autopropulsées. En fait, ils vont déposer comme ça des explosifs sous les bateaux ennemis et ces bateaux, ils les font exploser. Donc, du coup, ben voilà, comme ça, on fait des dommages à la marine anglaise. Et ben en fait, Elena, donc en lui sauvant la vie, ben donc forcément, lui, il va s'en sortir. Donc, il s'appelle Teseo, je ne sais pas si je prononce bien. Et il va se nouer un peu une relation comme ça entre eux. Elle tombe un peu amoureuse, lui sans doute aussi, mais il ne se prononce pas vraiment. Et donc finalement, en étant espagnole, elle va quand même un peu participer d'une manière ou d'une autre aux opérations de sabotage. Alors en fait, ici, on est vraiment dans des faits, c'est entre guillemets inspiré de faits réels parce que les faits de guerre qui sont relatés se sont vraiment déroulés. Donc effectivement, on avait des véritables héros italiens qui allaient comme ça saboter. Pourquoi je dis héros? Parce que c'était vraiment au péril de leur vie. Ils utilisaient je pense, des engins, donc ces espèces de torpilles s'appelaient des mailles, si je me souviens bien. Et tout un vocabulaire comme ça que moi je ne maîtrise pas du tout, mais donc qui est assez bien expliqué dans le roman, sans être trop didactique. Et voilà, comme ça, au péril de leur vie, ben, ils allaient comme ça saboter des bateaux. Et c'était assez, on sent que c'était quand même assez horrible comme tâche. Donc ça a un intérêt historique intéressant. Et en même temps, c'est extrêmement romanesque. Donc comme ça, et alors c'est pas une bête histoire d'amour, parce que évidemment, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut, voilà, ça montre en fait tous les dilemmes aussi que chacun peut avoir, parce que certes c'est la guerre, mais voilà, ça n'empêche pas les sentiments. Et je trouve que l'auteur, comme ça, va très très bien explorer les tréfonds de l'âme humaine, et notamment aussi avec j'allais dire des seconds rôles comme au cinéma, mais donc des personnages secondaires qui, ben, pour certains d'entre eux, il y a vraiment on a des sales types, ça c'est très clair. Et puis on a aussi des personnages très lumineux et même en temps de guerre qui, je sais pas comment dire, qui sont presque fair-play, qui savent reconnaître la valeur des hommes même s'ils sont dans le camp ennemi. Et je trouve, voilà, c'est assez juste, je trouve, dans ces descriptions comme ça de personnages, ce qui en fait un très très grand roman, je trouve. Parce que comme ça, il y a la rigueur historique et une intrigue romanesque avec beaucoup de profondeur psychologique. C'est vraiment, je pense, un roman qui est du coup à conseiller et qui sera apprécié, je trouve, je pense, par un très très grand public. Et donc, étant donné qu'il s'agit d'une découverte de ton point de vue, comment es-tu tombé dessus?
C'est une confirmation découverte, mais comment es-tu tombé dessus? En fait, lors de la rentrée littéraire de septembre 2024, il a été très fort mis en avant, en fait, très poussé par la critique. Et sur les tables des libraires, on le retrouvait très souvent aussi, en fait. Ok, d'accord. Est-ce que ça t'a donné envie de lire autre chose? Ah, de lui, oui, pourquoi pas. J'avoue que j'ai pas regardé jusqu'ici, mais en tout cas, il est clair que je trouve en fait c'est assez bien écrit. Enfin, en tout cas, c'est très fluide. Et ouais, ça donne envie de lire d'autres choses, d'Arturo Pérez Reverte, ça c'est sûr. D'accord. Et toi, tu as aussi une confirmation découverte, on va dire. Oui, alors c'est une confirmation découverte dont en fait j'ai déjà parlé. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Donc j'en ai déjà parlé parce que ça faisait partie de l'épisode 43 sur la résilience. C'est sorti il y a quelques mois. Et alors ici, bon, je ne vais pas trop repasser le livre en revue, mais pour parler du contexte, Rien ne s'oppose à la nuit. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que ça fait référence à une des chansons d'Alain Bachung, Rose et Joséphine, c'est une des lignes de la chanson. Le livre en lui-même a obtenu le prix Renaudot des lycéens à l'époque, en 2011, quand il est sorti, 2011-2012. Et alors, c'est un livre intéressant parce que j'ai l'impression que ça fait partie de un peu de la nouvelle vague où on va avoir des récits qui vont nous partager l'histoire, mais peut-être l'histoire avec un petit H, une histoire familiale. Et l'auteur en lui-même, en elle-même, va s'immiscer dans le roman. Donc, on va avoir une sorte de peut-être nouveau roman où on nous conte une histoire qui est fabriquée en partie avec l'auteur qui est présent à deux niveaux. Donc, il est présent dans l'histoire, et puis il y a une réflexion de l'auteur sur sa vie actuelle, sur son processus d'écriture, sur le fait d'avoir certaines tâches à accomplir dans la vie de tous les jours. Donc tout cela se mélange et ça fait partie d'un nouveau type de roman, je dirais, de mon point de vue, mais ça reste assez récent. Et il y a un autre livre dont je vais parler un peu plus tard qui est presque exactement la même chose, mais cette fois-là, on parlera de l'histoire avec un grand H, un H capital, et exactement la même chose aussi. L'auteur s'immisce aussi dans le livre. Tu voulais raconter un truc? Oui, c'est le genre très prisé de l'autofiction aujourd'hui, en fait. C'est ça C'est sûrement le bon terme. Oui, Ouais. mais c'est ce qui, en France en tout cas, très clairement, c'est ce qui domine aujourd'hui dans les productions littéraires. Avec Annie Ernaux aussi, c'est sûrement une troisième personne assez logique. Est-ce que tu Peut-être penses à quelqu'un d'autre? un peu moins, mais Amélie Nothomb fait ça aussi, par exemple. D'accord. Parce qu'Annie Ernaux, on peut dire qu'elle parle d'elle-même, pas quoique de temps en temps, mais pas systématiquement. On est parfois dans la biographie, plus dans la biographie ou l'autobiographie, si tu veux, que l'autofiction, je pense. Parce que l'autofiction, c'est vraiment se mettre en scène, comme tu viens très bien de l'expliquer. Mais voilà, ouais, c'est un genre qui fonctionne assez bien pour le moment. Oui, et alors, parce que donc j'en oublie presque même de raconter l'histoire en 20 secondes top. Donc Delphine de Vigan va nous conter une fresque familiale, donc de sa famille, durant toute une vie, celle de sa maman. Elle était enfant d'une fratrie de 5 enfants, vivant dans une belle maison de campagne. La vie semble couler très paisible, elle est très heureuse, mais tout cela c'est en apparence et les malheurs attendent au tournant. Donc, il faudra lire le livre pour comprendre de quoi il s'agit. Alors ça c'est pour Rien ne se pose à la nuit de Delphine de Vigan. Pour le suivant, si on parle toujours de confirmation à l'état pur, cette fois-ci, tu voulais parler de l'inventaire des rêves. Oui, de Chimamanda Ngozi Adichie. Je pourrais presque dire que c'est une de nos autrices de prédilection parce qu'on a tous les deux déjà parlé. En tout cas, We Should All Be Feminists, ça c'était toi qui en avais parlé. Je ne sais plus si j'avais parlé ici de Americana, mais qui était sorti en 2013. Un roman très important aussi. Et donc, elle nous revient avec un roman qui est sorti cette année. Et eh bien, de nouveau, en fait, ce roman a été assez bien remarqué par la critique. Alors, c'est assez épais, hein, de nouveau. L'inventaire des rêves, en fait, on suit 4 personnes, 4 femmes qui chacune en fait avait peut-être des rêves et puis les rêves se sont confrontés à la vie et chacune surtout a des rêves tout finalement assez différents et donc c'est ça qui est intéressant à regarder. On a d'abord une femme, on va dire un peu rebelle comme ça qui a quitté sa famille huppée du Nigeria et qui est écrivaine en tout cas, qui vit un peu comme ça, sans attache on va dire. Voilà, mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était vraiment son rêve au départ? On suit aussi sa meilleure amie qui elle par contre a toujours voulu se marier, être mère, mais est-ce qu'elle va vraiment trouver le bon mari et est-ce que ce sera vraiment, est-ce qu'elle atteindra son rêve de cette façon-là? On suit une autre femme d'affaires qui combat des injustices faites aux femmes, qui a aussi un lien avec les deux premiers personnages. Et
enfin, on suit une domestique qui travaille travaille comme femme de chambre dans un hôtel de luxe. Et là, en fait, c'est une variation autour de l'histoire de Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, si je me souviens bien, qui ici est rebaptisé Kadiatou dans le roman de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est vraiment, comme dans Americana, il est question de migration ici aussi. Ben voilà, on quittait un peu en tout cas pour certains des personnages, quitter son quotidien, sa famille et voilà, trouver un sens à sa vie ailleurs. Ça parle de féminisme, de conditions des femmes de nouveau et voilà, et aussi peut-être en particulier ici en fait aussi de tension entre modernité et culture ancestrale. Donc justement pour certains des personnages où il y a la pression de devoir se marier et puis aujourd'hui voilà dans une nouvelle génération qui ne se retrouve plus dans tous ces impératifs. Moi, j'étais assez convaincu, je dois dire, par les 3 premiers personnages, un peu moins par le dernier, parce que cette variation autour de l'histoire, je trouve, de Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo est un peu trop connue finalement, et je trouve n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qu'on sait déjà. Et, bon, il est clair qu'aujourd'hui, on en a une autre lecture que celle qu'on a eue à l'époque. Ça, c'est certain. Peut-être que dans ce sens, ça vaut la peine. Moi, je trouve que c'était un petit peu vain, cette dernière partie. Pour le reste, ça reste, je pense, des lectures importantes à lire aujourd'hui et que je conseille très certainement. Donc, L'inventaire des rêves, déjà le titre, je trouve, est très très joli et donne très envie de lire, de Chimamanda Ngozi Adichie. Très bien, je le note parce que ça pourrait vraiment me tenter. Oui, pour continuer là-dessus, au niveau des confirmations, il y a Leila Slimani, que j'ai découvert à l'époque par le biais de son livre Une chanson douce, qui est très loin d'être aussi douce que le titre le suggère. Et ça m'a tenté, donc du coup, par la suite, de lire une deuxième œuvre. C'était Dans le jardin de l'ogre. Ici, c'est un livre qui est aussi assez original. On en a peut-être entendu parler par le passé. C'est un livre qui est entouré d'un certain parfum de scandale, peut-être de fascination, parce que ce livre-ci va porter sur un contexte très précis. D'ailleurs, il s'agit même du premier roman de Leila Slimani, si je ne me trompe pas. Le thème est assez spécial parce qu'on va parler de l'addiction sexuelle féminine. Quelque chose qui en général est tabou de manière générale. Ici, c'est addiction féminine qui est peut-être encore moins discutée. Et l'histoire en elle-même, elle est plutôt simple. On va comprendre, on va découvrir le quotidien d'Adèle, qui est une jeune femme mariée, qui est mère d'un petit garçon. Elle est bien installée, elle vit à Paris, mais le problème, c'est qu'elle est prisonnière, elle a un besoin qui est presque irrépressible, c'est sa sexualité, c'est donc le sexe en général. C'est pas vraiment, ou c'est même pas du tout un désir amoureux, ce sont chaque fois des pulsions qui sont assez brutes, compulsives, parfois même anonymes, ça peut être humiliant, même dangereux, donc elle se met en danger dans certains cas. Et ce qui frappe, mais en général, c'est une certaine froideur du regard. Donc on en parlait pour Nicolas Gogol, qui avait une certaine distance vis-à-vis du sujet. Ici, l'autrice, Leila Slimani, elle ne va pas chercher à excuser ou à condamner les caractères qu'elle a créés. Elle va simplement observer, elle va disséquer ce qu'il s'est passé et elle va montrer une femme qui ne contrôle plus rien ou qui s'est donné la liberté peut-être même de ne rien contrôler, de vivre au jour le jour sous ses pulsions, avec même un côté assez spécifique parce que c'est une addiction au sexe, mais avec le plaisir qui est absent, qu'il lui reste parfois un peu la honte, la répétition, un sentiment de vide, qui a un côté un peu nihiliste là-dedans aussi. Et ça contraste avec son mari qui est plutôt rationnel, aimant, qui est dépassé par les événements. Je me souviens bien, il occupe une profession médicale, il est docteur ou dentiste, et il voit ça, et il est assez perdu face à ces événements, mais il se montre aimant et supportif. Et c'est un livre qui aussi ne termine pas spécialement sur une bonne note, donc pas avec une rédemption facile, pas forcément de leçon de morale non plus, simplement nous conter les faits d'une obsession et d'une addiction sexuelle. C'est un livre qui reste intéressant parce que de mon point de vue, c'est chaque fois vivre une nouvelle vie pour une centaine ou 200 pages, comprendre d'autres points de vue, et ça reste aussi un scénario assez original ou une histoire assez originale de manière générale. Et tu as préféré celui-ci ou Chanson douce alors? J'ai trouvé que la partie chanson douce était écrite de manière non linéaire, donc dès le départ on connaissait les faits, la fin, l'histoire, et puis on apprenait petit à petit comment on en était arrivé là. L'histoire est peut-être plus choquante, donc c'est peut-être même
un thème privilégié pour Leila Slimani qui parvient à nous transmettre ce côté choquant. Je dirais peut-être chanson douce, étant donné l'horreur des faits qui surpasse évidemment peut-être une simple addiction sexuelle ici qui est portée dans ce livre. Et je crois d'ailleurs que Chanson douce est celui qui s'est fait un peu plus remarquer que d'ailleurs entre les deux. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et dans ton cas, tu as lu un des deux, les deux? Juste chanson douce. D'accord. Ça reste intéressant à lire aussi, celui-ci, donc je pourrais te le conseiller. Très bien. Pour le Et suivant, c'est un livre qui s'appelle Piranèse, c'est ça? oui, Piranèse, alors c'est un livre que j'avais rajouté dans ma pile de lecture il y a un bail, et puis en la passant en vue, je me suis dit c'est peut-être le moment. C'est une couverture très spécifique, il faut imaginer une sorte de bête mythologique, c'est entre un bouc et un homme. Je crois qu'il y a un terme bien précis. Cet animal hybride est au-dessus d'un pilier, fait de la flûte ou de la trompette, et c'est un livre extrêmement... Ça a l'air bizarre quand je le raconte, mais c'est un livre extrêmement créatif et original. Il faut s'accrocher au départ. Ça reste assez court. Donc, pour comprendre un peu dans le contexte, on va en fait suivre un homme qui s'appelle Piranesi. C'est un homme qui vit dans un monde qu'il appelle simplement le palais ou la maison, un univers qui est composé d'innombrables salles, de vestibules, de statues monumentales, donc il y a un sentiment Grèce antique, et de temps à autre, des marées montent, sortent vraiment du sol et vont une sorte de déluge qui arrive de temps à autre, et qui vont monter et puis redescendre dans des océans intérieurs ou sous ce palais. Et le pauvre Piranèse, il est tout seul dans ce monde très spécial, très seul ou presque, parce qu'il a rencontré un autre homme qui habite aussi dans ce palais, qu'il croise de temps à autre, qu'il a surnommé l'autre, et ils se rendent visite, ils ont des rencontres 2 fois par semaine pour discuter de recherches très mystérieuses. Piranèse, lui, il essaie de vivre en harmonie avec cette maison, il va pêcher, il observe les oiseaux, il cartographie les salles, il va même analyser les ossements, il a des théories sur le pourquoi il se trouve là. Tout est calme, ordonné, il y a un sentiment presque de sacré dans tout ça, mais il ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il y a des incohérences qui vont apparaître, il y a des traces du passé que Piranèse ne comprend pas, il ne s'en souvient pas du tout, et petit à petit, il a l'impression d'être manipulé par l'autre, par cette personne, et il va essayer de retrouver ses souvenirs, de comprendre de quoi il s'agit. Je ne vais pas trop en dire parce que le livre est en fait coupé en 2 parties. Il faudra lire pour un petit peu déceler le mystère ici, qui n'est peut-être pas aussi fantastique que l'apparence pourrait suggérer. Donc c'est un roman qui interroge beaucoup la mémoire, peut-être même la santé mentale, la connaissance, le pouvoir, la manipulation. Entre le fantastique peut-être et le policier, il faudra lire pour comprendre. C'est assez curieux comme lecture, très original. C'est écrit par Susanna Clarke et c'est sorti, je pense, juste à la période du Covid. Et à l'époque, ça avait aussi été remarqué par, je pense à la revue, être recommandé par The Guardian ou New York Times qui l'avait trouvé également très original comme livre. Donc, c'est presque méditatif et on suit à chaque fois la réflexion et il y a aussi un côté peut-être de folie, on en parlait un peu plus tôt. J'avais d'ailleurs pensé essayer de lire pour notre épisode sur la folie. Donc, ça reste une lecture dont on se souviendra, je pense, qui n'est pas parfaite. Je pense que la deuxième partie est peut-être un peu plus faible et ça retombe, ça ne m'a pas convaincu à 100%, mais j'ai apprécié l'originalité du scénario et de l'écrit en lui-même. Et là, on parlait de monde, et on pourrait parler peut-être un monde spécifique ici, un monde à portée de main de qui d'autre que Mélis de Kerangal. Oui, moi c'est devenu en fait une de mes autrices préférées, je dois bien dire. Donc c'est ici Un monde à portée de main, sorti en 2018. Bon, on la connaît pour Réparer les vivants, je pense dont j'ai déjà parlé, qui est pour vraiment un roman essentiel à lire. Et ici, on suit une jeune femme, Paula, qui en fait décide d'étudier l'art du trompe-l'œil, donc en peinture, dans une école de Bruxelles. Et là, elle va donc suivre des études assez poussées, on va dire, parce que cet art, l'école dans laquelle elle se trouve est très réputée et les exigences sont nombreuses. Donc elle va s'accrocher et faire la connaissance aussi de plus de 2 amis, une anglaise, Kate, et un homme, Jonas. Et puis on va la retrouver plus tard aussi quand elle sera pas diplômée, mais en tout cas qu'elle devra travailler notamment sur un chantier de refaire la
la grotte de Lascaux. Alors moi, j'ai déjà parlé du style de Maëlys de Kerangal, mais clairement, c'est pour ça qu'il faut le lire aussi, parce que je trouve qu'on a vraiment un mélange en fait assez incroyable entre des termes très précis, techniques sur le métier ici en lui-même de copie, et en même temps énormément de sensibilité et de poésie. Je ne connais aucun auteur qui arrive à faire tout ça en même temps. Et alors ici, donc en l'occurrence, vraiment, ça s'intéresse aussi pas uniquement à ces aspects techniques, mais aussi à la construction de soi. C'est pour ça que ça s'appelle Un monde à portée de main. Ben voilà, en créant, en fait, pour copier, il faut observer beaucoup. Et donc, ça fait écho aussi à une construction de soi-même. Et ça, on suit un peu comment Paula va évoluer comme ça de son début de carrière. Et en ça, c'est toujours très, très bien observé. Et voilà, et donc, même si, comme dans le cas de Réparer les vivants, on peut se dire, ouais, ça va être encore de nouveau très, très technique. C'est extrêmement sensible. Je ne sais pas comment elle arrive, en fait, j'ai un peu de mal à l'expliquer, je dois bien le dire, à créer comme ça cette espèce d'intensité dramatique et de faire vivre comme ça des émotions et de retranscrire comme ça la vie intérieure des personnages, malgré le côté peut-être un peu abrupt du monde dans lequel ils évoluent, ici en l'occurrence de la copie. Voilà, c'est assez époustouflant. Je suis désolé, j'ai toujours un peu de mal à expliquer. Là, je trouve que c'est une autrice vraiment majeure et qu'on doit lire, quoi. Moi, j'ai jamais été déçu et celui-ci est encore, je trouve, une grande, grande réussite, quoi. Un monde à portée de main. Est-ce que c'est ton préféré? Non, pour moi, Réparer les vivants est vraiment un sommet de la littérature. Celui-ci est vraiment très très bon aussi, mais le sommet, ça reste quand même Réparer les vivants, qui est, je trouve, une sensibilité encore plus extrême, malgré le sujet d'une transplantation cardiaque, enfin, dire de quoi on parle. Et c'est un texte, voilà, je répète, telle sensibilité, c'est époustouflant, je trouve. Et pour 2026, est-ce que tu as prévu d'en lire un autre? Mais écoute, j'en ai un quelque part dans une pile, ouais, parce que j'en ai retrouvé un chez mes parents, donc c'est bien possible. D'accord. Alors, rayon découverte, parce que j'ai oublié de dire que Piranèse et de Susanna Clarke, c'était une découverte pour moi. C'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. Alors, toujours au rayon découverte, je voulais parler du Végétarien de Han Kang, qui est prix Nobel de 2024, l'autrice coréenne. Alors ici, c'est un livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, aux alentours de l'année 2007. Ici, l'histoire du Végétarien. On va parler d'un couple qui est presque inoffensif, fade. C'est un couple de Corée du Sud. Une jeune femme qui, après un rêve troublant, se lève une nuit et va vider son frigo de tout aliment animal. Son mari va la retrouver au milieu d'une cuisine en chantier, choqué par ce changement assez brutal, d'une femme qui, jusqu'ici, était très calme, presque même passive. Et alors cette nouvelle va atteindre la famille, donc tout le monde va être au courant, et c'est l'incompréhension totale pour l'entièreté de la famille. C'est un choix qui, en apparence, est plutôt simple, mais qui va déclencher une réaction en chaîne dans la famille et dans l'entourage, révéler pas mal de tensions, de violences, de frustrations qui sont refoulées au sein de chacun. L'intérêt du roman, c'est qu'il est divisé en 3 parties. On ne va pas revivre les mêmes événements à chaque fois, qui va avoir une certaine évolution, mais on va avoir le point de vue de 3 différentes personnes. Et ce sera donc à chaque fois raconté par des membres de la famille assez restreinte, et avec chaque fois aussi des opinions, les conséquences de cet acte qui est en fait assez simple, simplement de refuser de manger des produits animaux ou de la viande. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va mélanger pas mal de thèmes sur le contrôle, sur l'obsession, le désir. Il y a la folie, parce qu'on pourrait dire que c'est peut-être un coup de folie, c'est se lever une nuit suite à un mauvais rêve et décider de changer entièrement sa vie. Mais il y a aussi un côté important sur peut-être l'importance de la liberté corporelle. Donc il y a un certain sentiment de révolte, mais une révolte très calme. Donc ça se fait sans haussement de voix, c'est simplement: je ne mangerai plus de viande, ça doit sortir, elle met tout à la poubelle. Si tu veux manger de la viande, c'est ce qu'elle raconte à son mari, il faudra le faire toi-même. Moi, je n'y touche plus. Et alors, c'est intéressant de voir comment ce genre d'événement peut vraiment bouleverser l'ordre social même et familial. Et c'est un livre intéressant donc, que j'ai eu l'occasion de lire. Et il y en aura 2 ou 3 qui m'attendent. Donc, il y a les leçons grecques et aussi un autre qui s'appelle... Celui qui revient. Les actes humains en anglais.
Human Acts. Il se peut que ce soit celui qui revient, ce serait à confirmer. Je ne sais pas, ce que je cherchais parce que c'est assez peu traduit en fait, hein, donc tout n'est pas traduit en français, je pense. Oui, d'ailleurs, les actes humains, je lis en anglais et l'autre en polonais, donc il faudra que je trouve une autre version. Donc ça reste intéressant de voir, c'est un côté assez rafraîchissant, à nouveau une histoire nouvelle, donc vraiment, j'insiste beaucoup sur ne pas avoir quelque chose de pré-mâché ou de vu et déjà vu. Ça a un certain sentiment de fraîcheur et on comprend aussi ce qui a pu convaincre le comité du Nobel à l'époque de lui décerner le prix, parce que elle a vraiment une plume bien précise avec des interactions humaines aussi qui sont toujours au centre des romans. C'est l'impression que j'ai. À confirmer aussi avec les prochains. J'ai l'impression que ce sera à chaque fois un thème bien central. Et alors le tout dernier qui est en fait aussi un mélange découverte et confirmation, c'est le livre HHHH. Je sais Thibaut que tu l'as lu. Est-ce que tu le prononcerais de la même manière que moi? 4 H. 4 H, oui. 4 Mais il faut expliquer les 4 H alors. Il faut l'expliquer. En fait, ça a été écrit par Laurent Binet. Et donc, pour la petite histoire, ça fait quelques années que ce livre végétait littéralement dans ma bibliothèque. Donc, impossible de me motiver à me plonger dans la Deuxième Guerre mondiale. Je me remettais chaque fois ça plus tard. Mais c'était vraiment une pauvre décision de ma part parce que à partir du moment où je l'ai pris en main et que j'ai commencé à lire, il me fut impossible de reposer ce livre à nouveau. Et donc, on va commencer peut-être avec les bases. Laurent Binet, c'est le prix Goncourt du premier roman en 2010. Le titre, 4 fois H, je vais vous épargner parce que le titre en fait est basé sur une phrase en allemand, mais qui signifie « Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich ». Donc, si ça devait être écrit en allemand, il y aurait 4 fois un mot qui commencerait par la lettre H. Alors, pour un petit retour historique, Heydrich, c'était le bras droit d'Himmler. Lui-même était haut dignitaire du Troisième Reich. Alors, par où commencer? Pas facile à classifier, parce que c'est pas facile à classer comme œuvre. C'est entre une fiction historique, parce que l'auteur Binet ici va se placer au milieu du récit. Il va nous expliquer la fin de l'histoire dès le début. Il va nous conter l'événement historique qui est au centre de l'histoire, c'est la tentative d'assassinat de Heydrich par 2 parachutistes tchèques qui sont venus de Londres et qui faisaient partie de la résistance. Mais l'intérêt du roman ici, c'est d'être vraiment multifacette. On va avoir l'auteur qui va expliquer ses recherches, ses difficultés, ses doutes. Il va aussi nous conter son histoire personnelle, ses voyages, parfois ses amours, ses découvertes, son amour pour la Tchéquie, la République tchèque, ses opinions sur les événements. Il a une certaine honnêteté sur la difficulté qu'est la création d'un tel récit, qui est entre la fiction et le document historique, notamment avec l'écriture des dialogues, le fait d'en faire trop ou pas assez. Et puis, il nous partage aussi de manière assez honnête cette fascination qui est presque maladive avec les personnages qui sont des monstres de l'histoire. Donc, on parle surtout de Heydrich, qu'il commence presque à adorer d'une certaine manière, mais il prend bien qu'il doit garder une certaine distance. Donc, c'est un roman, je trouve qu'on n'oublie pas, qui est très particulier, surtout peut-être les 50 dernières pages, dans les rues de Prague, l'épisode de l'église. On s'en souvient, le côté héroïque de l'événement. Chaque le livre n'est pas parfait parce que l'auteur va s'immiscer tellement dans l'histoire que parfois on trouve cela peut-être un peu fatigant ou qu'il exagère, qu'il est même omniprésent. Mais on lui pardonne étant donné que l'histoire est contée d'une telle manière que c'est une petite histoire dans la grande histoire et ça a vraiment un sentiment, c'est vraiment compté comme un thriller. Donc ça, c'est vraiment un point positif aussi de l'histoire, parce que c'est extrêmement prenant et intéressant aussi d'un point de vue historique. Moi, j'avoue que c'est là ma réserve, en fait. Parce que moi, ce qui m'a dérangé, là, c'est cette omniprésence de l'auteur qui intervient. Et moi, franchement, ça m'a gêné parce que, effectivement, pour le reste, je te rejoins. Cet aspect-là. Oui, il y a eu quelques moments un peu de trop, ça je suis totalement d'accord. Mais pour le reste, ça resté une lecture très intéressante et je suis toujours impressionné par la création de récits qui demandent tellement de recherche, de croisement de sources. Ça, rien que pour ça vaut déjà la peine d'être lu. Et je me sentais vraiment comme étant à nouveau dans les rues de Prague aussi, de suivre. C'était compté de manière assez simple, mais ça restait prenant, comme je le disais. Donc, est-ce que tu en as lu d'autres de Laurent Binet depuis? Je ne pense pas, non. Je crois qu'il est plutôt expert tout ce qui est historique, historien même de formation. Il y a, je pense qu'il y en a un qui m'intéressait, c'était la 7e fonction du langage, mais voilà, je n'ai pas encore lu. D'accord. Alors, quelles seraient tes lectures pour l'année à venir? Est-ce qu'il y a des trucs... Je vais poursuivre Le Seigneur des Anneaux. Oui. Je vais au moins lire le 2e, ça c'est sûr. Pour le reste, j'ai reçu un auteur anglais, donc pas américain pour une fois, qui s'appelle Andrew O'Hagan,
qui a sorti un bouquin qui s'appelle Caledonian Road et qui est assez bien remarqué. C'est encore une brique, hein, bien sûr. Et voilà, donc ça, à mon avis, ce sera une lecture assez, c'est pas des prochaines semaines, en tout cas des prochains mois, c'est assez certain. Et toi? Eh bien alors, tu me le permets, je vais juste me retourner pour jeter un coup d'œil à ma bibliothèque. Je sais qu'il y a quelques livres que j'ai eu l'occasion d'acheter lors d'un voyage à Paris qui sont sur les quais de Seine. Tu vois, les livres, tu les reçois emballés en plastique. Un livre de Huysmans, à rebours. J'avais aussi acheté Orlando Figes, Les Chuchoteurs, je pense que c'est sur une période sous le stalinisme. Ça semblait assez intéressant. Et puis l'un ou l'autre de Julian Barnes, peut-être Zweig aussi, ça reste aussi des valeurs sûres. Et ouais, c'est déjà pas mal. Peut-être terminer aussi le dernier Proust. Je crois que je suis au 7e. Je l'ai commencé, mais il faut que je le recommence à nouveau. Il y aura peut-être celui-là aussi. Mais il faut trouver le temps pour le lire quand c'est le bon moment aussi. Pas le rusher, donc prendre son temps aussi pour le lire. C'est pour ça que je vais devoir recommencer de zéro. Et un tout dernier. En parlant de séries de livres, il y a aussi au moins un de Karl Ove Knausgaard. J'en ai déjà parlé plusieurs fois par le passé. L'auteur norvégien qui passe souvent pas mal de temps aussi en Suède, qui a écrit déjà au moins 2 ou 3 séries de livres sur son combat. C'était le titre d'une des séries. Et là, j'ai acheté par hasard un livre d'une deuxième série de livres qu'il a prévu qui pourrait sembler être assez intéressant comme moi. Donc oui, encore une belle année en perspective, à mon avis. Certainement. On va terminer sur cette bonne note. Donc merci beaucoup, Tib, et on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Salut Max. Salut. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.